Il pensait que me dépouiller de mon scalpel et effacer mon nom de l'annuaire de l'hôpital serait la fin de ma carrière. Il ne réalisait pas qu'en me poussant dans l'ombre, il m'avait simplement donné le point d'observation parfait pour les regarder construire leur propre potence. Permettez-moi de planter le décor. Il y a 5 ans, ma vie était définie par l'odeur stérile de l'antiseptique, le bip rythmique des moniteurs cardiaques et le poids des décisions de vie ou de mort dans mes mains. Je m'appelle le docteur Elias Thorne et j'étais le chef de la chirurgie cardio-thoracique au Centre médical Saint-Vincent, l'un des hôpitaux les plus prestigieux de la côte est. Je ne faisais pas que pratiquer des chirurgies, je pionnais des techniques, sauvais des patients que d'autres jugeaient sans espoir et formais la prochaine génération de chirurgiens. Mes mains étaient assurées pour 10 millions de dollars. Ma réputation était intouchable. Mais le succès engendre l'envie et l'envie engendre la trahison. Le nouveau directeur de l'hôpital, un administrateur lisse et titulaire d'un MBA nommé Marcus Sterling, considérait les chirurgiens comme des générateurs de revenus et les patients comme des unités de service. Il ne comprenait pas la médecine, mais il comprenait les marges bénéficiaires. Au cours de 2 ans, il a systématiquement démantelé l'autonomie du département chirurgical, remplaçant les infirmières expérimentées par du personnel moins cher et non formé, et coupant les coins ronds sur les protocoles de stérilisation pour augmenter les bénéfices trimestriels. Quand je l'ai confronté au sujet des taux d'infection croissants et du risque inacceptable pour les patients, Marcus n'a pas écouté. Il m'a vu comme un obstacle. Il a orchestré une campagne de diffamation, fabriquant des preuves que j'avais pratiqué des chirurgies inutiles pour le profit. Il a soudoyé un résident junior pour témoigner contre moi, a trafiqué des dossiers de patients et a présenté son cas falsifié au conseil d'administration de l'hôpital. Le conseil, terrifié par un scandale et séduit par les promesses de revenus accrus de Marcus, a voté pour révoquer ma licence et me signaler au conseil médical. Ils m'ont dépouillé de mes privilèges, m'ont escorté hors de l'hôpital par la sécurité et ont publié un communiqué de presse me peignant comme un chirurgien voyou qui mettait le profit avant les patients. J'aurais pu poursuivre en justice. J'aurais pu aller voir les médias. J'aurais pu crier à l'injustice. Mais je connaissais Marcus. Je savais que le système frauduleux qu'il avait construit pour m'encadrer était incroyablement fragile. Si je le combattais directement, il m'enterrerait dans des litiges pendant une décennie, et entre-temps, des patients continueraient à mourir en raison de sa négligence. Au lieu de cela, j'ai choisi la voie du silence absolu et glacial. J'ai accepté le licenciement, signé les accords de non-divulgation et disparu. J'ai laissé Marcus et le conseil croire qu'ils avaient gagné. Je les ai laissés croire que j'étais un homme disgracié et brisé, se cachant loin dans la honte. En réalité, je prenais mon temps. J'ai déménagé dans une petite ville côtière calme, loué un modeste chalet et passé mes jours à faire des petits boulots pour survivre. J'avais besoin d'une couverture. J'avais besoin de me faire discret pendant que je rassemblais les dernières pièces du puzzle. J'ai pris du travail comme concierge, comme jardinier, n'importe quoi pour garder mes mains occupées et mon esprit vif. C'est ainsi que je me suis retrouvé à la clinique de soins Seaside, un petit centre de santé communautaire sous-effectué qui luttait pour rester ouvert. La peinture s'écaillait, l'équipement était dépassé, et le personnel était surmené et sous-payé. Mais il avait du cœur, et plus important encore, il était loin des vautours corporatifs de la ville. J'ai frappé à la porte, demandant du travail. Je leur ai dit que je pouvais nettoyer les sols, gérer les fournitures, réparer l'équipement cassé et faire tout ce qui était nécessaire. Je n'ai pas demandé un salaire élevé, j'ai juste demandé assez pour manger et un endroit où dormir. La porte a été ouverte par une femme qui avait l'air aussi épuisée que la clinique qu'elle essayait de sauver. Elle s'appelait Sarah Mitchell. Elle était infirmière autorisée, l'infirmière en chef de la clinique, avec les cheveux foncés attachés en un chignon désordonné, des cernes de fatigue sous les yeux et une bonté dans son regard qui n'avait pas été éteinte par l'usure. Elle se noyait dans les dettes, essayant de garder la clinique à flot contre des champs impossibles. Je me suis présenté comme Elias, un vagabond cherchant du travail. Je lui ai dit que je pouvais faire n'importe quoi. Elle m'a embauché sur le champ. Pendant les 3 premiers mois, j'ai été l'employé parfait. J'ai nettoyé les sols jusqu'à ce qu'ils brillent, j'ai organisé le placard à fournitures avec une précision militaire, j'ai réparé le système de CVC cassé, et je suis resté tard pour aider avec le gros œuvre. J'ai gardé la tête baissée, j'ai fait mon travail et j'ai écouté. J'ai écouté les appels téléphoniques tardifs de Sarah avec la banque. Je l'ai entendue pleurer dans la salle de pause quand elle pensait que personne n'était autour. La source de sa misère était Marcus Sterling. Après avoir détruit ma carrière, Marcus avait étendu son modèle d'efficacité aux petites cliniques, achetant leurs dettes et les forçant dans son réseau corporatif. Seaside qui était le dernier bastion du comté. Mais Marcus avait trouvé un moyen de l'écraser.
Il avait découvert une faille dans la charte fondatrice de la clinique. La clinique était protégée par une subvention de l'État qui empêchait l'acquisition corporative tant qu'elle était gérée par un professionnel de la santé autorisé qui était financièrement stable et de bonne moralité. Marcus avait intentionnellement racheté la dette massive de la clinique auprès de la banque régionale. Il appelait les prêts, gelait les comptes de Sarah et se préparait à la déclarer financièrement instable et moralement compromise en raison de son association avec moi, un chirurgien disgracié. Il allait voler sa clinique, tout comme il avait volé le travail de ma vie. Le point de rupture est arrivé un mardi soir pluvieux. J'étais dans le placard à fourniture, organisant des bandages, quand Sarah est entrée. Elle tenait un épais document juridique des avocats corporatifs de Marcus. Elle tremblait. Elle m'a regardé, ses yeux rouges et gonflés. « Elias » a-t-elle chuchoté, sa voix tremblante. « Les gens de Marcus Sterling ont appelé le conseil médical de l'État aujourd'hui. Ils menacent de révoquer ma licence d'infirmière parce que j'étais employé. Un chirurgien disgracié. La banque gèle nos comptes demain. Marcus va prendre la clinique. Je vais perdre tout ce pour quoi j'ai travaillé. » J'ai posé la boîte de bandage. Je l'ai regardée, voyant le même désespoir impuissant que j'avais ressenti dans cette salle du conseil il y a 5 ans. Mais j'ai aussi vu un esprit féroce et ininterrompu. Elle n'avait pas abandonné. Elle était juste à court de munitions. « Il doit y avoir un moyen ?» ai-je dit tranquillement. Sarah a laissé échapper un rire amer et creux. « Il y a un moyen. La charte de l'État. Elle stipule que la clinique est protégée tant qu'elle est gérée par un couple marié qui sont tous les deux des professionnels de la santé autorisés, assurant la stabilité et la responsabilité partagée. Si je suis marié à un autre professionnel autorisé, Marcus ne peut pas me déclarer instable. La banque doit restructurer le prêt en vertu des lois de protection conjugale. Mais je n'ai personne, Elias. Je suis seul. » Elle m'a regardé, une idée soudaine, désespérée, presque folle se formant dans ses yeux. Elle a pris une profonde respiration. « Elias, je sais que c'est insensé. Je sais que tu n'es qu'un concierge de passage. Mais, épouse-moi, et nous pouvons sauver la clinique. Je te rembourserai chaque centime que je te dois. Je te le promets. Juste, dis oui. » Je n'ai pas hésité. Je n'ai pas ri. Je ne lui ai pas dit que c'était une mauvaise idée. J'ai regardé la femme qui m'avait donné un abri quand je n'avais rien, et j'ai vu l'enclume parfaite sur laquelle je forgerais la destruction de Marquis Sterling. « Je t'épouserai, Sarah, » ai-je dit, ma voix stable et calme. « Mais nous faisons ça à ma façon. Pas de questions sur mon passé, et quand il s'agira de traiter avec Marcus et le Conseil de l'État, tu me laisses gérer les négociations. » Sarah a accepté. Nous sommes allés chez le greffier du comté le lendemain matin. Il n'y avait pas de fleurs, pas d'invités, pas de robe de mariée. Juste un juge fatigué, un certificat signé et une promesse tranquille. Nous étions mari et femme. Marcus l'a appris en 24 heures. Son réseau d'espions dans la communauté médicale était vaste. Il a conduit jusqu'à la clinique cet après-midi-là dans sa berline de luxe noir mat, sortant dans un costume sur mesure qui coûtait plus que le budget annuel de la clinique. Il m'a regardé, debout sur les marges de la clinique dans mon uniforme de concierge, et il a ri. C'était un son cruel et grinçant. « Elias Thorne !» a ricané Marcus, ses yeux brillants d'un triomphe malveillant. « J'ai entendu une rumeur selon laquelle tu te cachais dans cette ville maudite de Dieu, récurant les sols. Mais je ne pensais pas que tu tomberais si bas. Épouser une infirmière en difficulté? Pathétique. As-tu pensé que ce petit truc juridique m'arrêterait? Je possède ta dette. Sarah, je possède cette ville. Je vais vous enterrer tous les deux dans des litiges jusqu'à ce que vous me suppliez de prendre cette clinique pourrie de vos mains. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait un pas en avant pour donner un coup de poing. Je l'ai simplement regardé avec la même indifférence calme et clinique que je réservais aux résidents incompétents. « Tu es le bienvenu pour essayer, Marcus, » ai-je dit tranquillement. « Mais tu voudras peut-être vérifier les protocoles de stérilisation dans tes propres installations avant d'essayer de fermer les miennes. » Les yeux de Marcus se sont rétrécis. Il a reniflé, a tourné les talons et est parti en voiture. Au cours du mois suivant, Marcus a mené une campagne impitoyable de « La terre brûlée contre nous ». Il a envoyé des inspecteurs de santé chaque semaine, essayant de trouver une seule violation de code pour nous fermer. Il a appelé les fournisseurs de la clinique, exigeant qu'ils arrêtent de nous livrer. Il a même engagé des voyous locaux pour vandaliser le parking et casser les fenêtres. Je ne me suis pas battu avec lui dans les rues. Je ne me suis pas mis en colère. Je me suis mis au travail. Pendant la journée, j'étais l'humble concierge, passant la serpillière sur les sols et sortant les poubelles. Mais la nuit, quand Sarah dormait, je suis allé au petit bureau de la clinique.
J'ai installé mon ancien ordinateur portable crypté. J'ai contourné les pare-feux du réseau hospitalier corporatif de Marcus. J'ai creusé dans l'architecture financière et médicale que Marcus avait construite. Je n'étais pas juste un concierge. J'étais un chirurgien de classe mondiale. Et en creusant plus profondément dans le labyrinthe des avoirs de Marcus, j'ai trouvé le filon. Marcus n'avait pas seulement volé ma carrière, il avait transformé tout son réseau hospitalier en piège mortel. Pour maximiser les profits, Marcus falsifiait systématiquement les dossiers de patients, facturait pour des procédures qui n'avaient jamais été pratiquées, et, plus horriblement, réutilisait des instruments chirurgicaux à usage unique pour réduire les coûts. Il les stérilisait avec un produit chimique bon marché et inefficace qui ne tuait pas les bactéries résistantes aux antibiotiques. Des patients mouraient d'infections post-opératoires à un taux alarmant, et Marcus couvrait cela en modifiant les certificats de décès. Il avait commis une fraude massive aux soins de santé fédérale, une fraude à l'assurance et un homicide involontaire. Il avait bâti son empire sur une montagne de mensonges et de cadavres. Le point de rupture est arrivé le jour de l'audience du Conseil médical de l'État. Marcus avait convoqué l'audience pour pétitionner formellement le Conseil de révoquer la charte de Seaside Care, citant l'instabilité financière de Sarah et mon antécédent disgracié. Il avait amené tout le conseil de son hôpital corporatif, une flotte d'avocats et la presse locale. Il allait nous humilier en public et saisir la clinique. La salle d'audience était bondée. Marcus était assis à la table de devant, l'air suffisant et intouchable. Son avocat s'est levé et a commencé une présentation longue et condescendante sur les dettes de Sarah et ma négligence criminelle. Quand ce fut notre tour, Sarah s'est levée. Elle tremblait, terrifiée. Mais j'ai doucement posé une main sur son épaule, je me suis levé et j'ai marché au centre de la pièce. Je ne ressemblais plus à un concierge. Je m'étais rasé. Je portais un costume sur mesure et net que j'avais gardé dans mon placard pendant 5 ans, et ma posture rayonnait d'une autorité absolue et indéniable. « Docteur Thor », a dit le chef du conseil, me regardant avec scepticisme. « L'avocat de votre femme a soumis vos credensiales, mais elles sont hautement irrégulières. Nous avons besoin d'une preuve de votre réhabilitation pour maintenir la charte. » Je n'ai pas répondu au chef du conseil. J'ai tourné mon regard directement vers Marcus. « En fait, Monsieur le Président, ai-je dit ma voix projetant la résonance aisée et imposante d'un homme qui avait commandé des salles d'opération de milliers. La question de ma réhabilitation est secondaire. La question principale ici est que le groupe médical Sterling opère sur une fondation de fraude fédérale et d'homicide involontaire. » La pièce est devenue morte de silence. Le sourire suffisant de Marcus a disparu. « C'est ridicule », a craché Marcus. « Cet homme est un chirurgien disgracié et licencié. C'est un menteur. » « Je suis le docteur Elias Thorne, ai-je dit, ma voix coupant la pièce comme un scalpel. Et jusqu'à il y a 5 ans, j'étais le chef de la chirurgie cardio-thoracique à Saint-Vincent. Et je sais exactement à quoi ressemble un instrument stérilisé. Et je sais exactement à quoi ressemble un certificat de décès falsifié. J'ai atteint ma mallette et j'ai sorti un dossier épais et fortement ongleté. J'ai marché jusqu'à la table du conseil et je l'ai laissé tomber avec un bruit lourd. Ce sont les dossiers médicaux vérifiés et authentifiés par blockchain du groupe médical Sterling, ai-je dit en m'adressant à la pièce, mais en gardant mes yeux verrouillés sur Marcus, dont le visage se vidait rapidement de sa couleur. Comme vous pouvez le voir à la page 30, Marcus Sterling a réutilisé des instruments chirurgicaux à usage unique et les a stérilisés avec un produit chimique inefficace, menant à un taux d'infection post-opératoire de 40%. Il a falsifié les certificats de décès pour couvrir les fatalités. C'est une violation classique de la loi sur la portabilité et la responsabilité de l'assurance santé, de la fraude aux soins de santé fédérale et de l'homicide involontaire. L'homme n'est pas un administrateur. C'est un tueur en série. Les avocats de Sterling ont saisi frénétiquement le dossier, feuilletant les pages. Leurs visages sont devenus pâles alors qu'ils lisaient les preuves indéniables et mathématiquement prouvées. De plus, ai-je continué, ma voix parfaitement calme, résonnant dans la salle silencieuse. J'ai déjà envoyé une copie certifiée et notariée de ces preuves au CDC, au FBI et au département de la santé et des services humains. Pendant que nous parlons, des agents fédéraux sont en route vers le siège du groupe médical Sterling pour geler tous les actifs corporatifs et arrêter le conseil exécutif pour conspiration et fraude. Marcus était lancé, le visage rouge de rage, ses mains serrées en poing. « Tu m'as tendu un piège. Tu mens. Je vais te détruire. » J'ai fait un pas en arrière calmement, mes yeux verrouillés sur les siens avec une autorité absolue et glaciale. Je ne t'ai pas tendu un piège, Marcus. J'ai juste attendu que tu trébuches sur ta propre cupidité. Tu as essayé de voler un héritage que tu n'as pas construit à une femme que tu ne respectais pas. Tu as tué des patients pour le profit.
J'ai juste appliqué la loi. Avant que Marcus ne puisse répondre, les doubles portes au fond de la salle d'audience se sont ouvertes. 4 hommes en costume sombre, portant des coupe-vents du FBI, sont entrés dans la pièce. Ils ont contourné le conseil, ont marché directement vers Marcus et ont flashé leur badge. Marcus Sterling, a dit l'agent principal, sa voix résonnant dans la pièce calme. Vous êtes en état d'arrestation pour fraude aux soins de santé, fraude à l'assurance et homicide involontaire. Vous avez le droit de garder le silence. Marcus a été emmené dans de lourdes menottes, criant des menaces que personne n'écoutait, son empire s'effondrant en poussière autour de lui. Les membres du conseil de Sterling étaient assis dans un silence stupéfait, réalisant qu'ils étaient financièrement ruinés et faisaient probablement face à du temps de prison. Le chef du conseil m'a regardé, puis Sarah, et a frappé son marteau. La charte tient. La clinique Seaside qui reste protégée. Une semaine plus tard, Sarah et moi étions assis sur le porche nouvellement réparé de la clinique. Le soleil se couchait, projetant une lueur dorée sur l'océan. La clinique était en sécurité. La dette avait été restructurée par une banque légitime qui reconnaissait ma richesse réelle et vérifiable. Le jardin fleurissait. Sarah m'a regardé, un sourire sincère et radieux sur le visage, le lourd fardeau des dernières années enfin levé de ses épaules. Elle a tendu la main et a pris ma main. « Tu n'as pas juste sauvé ma clinique », a-t-elle dit doucement, ses yeux cherchant les miens. « Tu as sauvé ma vie. Tu as sauvé nos patients. Mais, qui es-tu? Vraiment, Elias? Tu n'es pas juste un concierge. » J'ai regardé la femme qui m'avait donné un foyer, un but et une raison de me battre quand je n'avais absolument rien. Je ne ressentais plus la colère de ma vie passée. La trahison par Marcus, la perte de ma carrière, tout cela semblait appartenir à une autre vie. Je ressentais juste la paix. Et en regardant Sarah, je ressentais autre chose aussi. Quelque chose de réel. Je suis l'homme qui guérit. Sarah, ai-je dit en serrant doucement sa main, un petit sourire jouant sur mes lèvres. Et pour la première fois de ma vie, j'ai trouvé quelque chose qui vaut la peine d'être guéri, et quelqu'un pour qui ça vaut la peine de rester. Parfois, la meilleure vengeance ne consiste pas à donner des coups de poing,